Aimables amis téléspectateurs, amis de Bénin Original TV, c'est un plaisir de vous savoir toujours nombreux à nous suivre sur nos différents canaux digitaux. Je suis fidèle, c'est dans votre nom, un plaisir renouvelé de vous retrouver à travers cet entretien. Aujourd'hui, nous recevons un jeune écrivain qui fait justement son petit bonhomme de chemin dans le monde justement de la littérature. Trêve de bavardage, nous allons aller à la découverte donc, de notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle Bolale William Joris Benke et je suis un jeune écrivain. Je viens de faire paraître à Paris aux éditions Le Lys Bleu Édition un ouvrage intitulé Quand les dieux pleurent. Quand les dieux pleurent, c'est un titre assez évocateur qui renseigne certainement sur le contenu de cet ouvrage-là que je ne vous cache pas, j'ai eu le plaisir de parcourir, je vais dire en exclusivité avant justement que l'édition ne soit terminée. Alors dites-nous, Joris Bolale Benke, d'où est venue l'idée de vous mettre à écrire? On ne vous connaissait pas écrivain? Oui. Comment en êtes-vous arrivé là? Et je me suis mis à écrire parce que je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ma perception par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à un certain nombre de réalités dans lesquelles je me suis retrouvé il y a peu de temps. Et je me suis dit qu'il serait intéressant d'accoucher quelque chose pour laisser cette position que j'ai par rapport à un certain nombre de choses sur la culture de mon pays et essentiellement sur la perception que nous devons avoir sur nos réalités endogènes, sur ce qui fait de l'Afrique sa particularité. Donc c'est pour cette raison que je me suis mis à l'écriture et j'ai pu sortir cet ouvrage intitulé Quand les dieux pleurent. Alors avant d'évoluer dans cet entretien, je voudrais déjà revenir un peu sur la personne de Joris Bolale Benke. C'est qui Joris Bolale Benke avant qu'on vous découvre justement ce talent d'écrivain aujourd'hui? Je suis le directeur exécutif de l'organisation sociale. J'ai fait des études de gestion, de droit et de gestion. J'ai fait un bac A1. Et voilà ce que je peux dire. Bac A1, c'est que c'est la littérature. Exactement, un bac littéraire. Ça n'a pas raté. Non. Donc je me suis toujours resté connecté à tout ce qui est littérature, tout ce qui est production d'esprit. D'accord. Alors, ce n'est pas si étonnant en réalité qu'on vous retrouve justement dans le monde littéraire parce que c'était déjà la formation de base. Exactement. Depuis le collège, devrait-on dire. Alors, on vous sent tout de suite dans vos premiers propos très portés sur la tradition. Exactement. Et pourtant, on vous connaît assez cartésien. Comment êtes-vous arrivé là? Quand je prends même le livre, je peux me permettre de le résumer, c'est la quête spirituelle d'un père de famille, de Père Nago, qui, confronté à une difficulté, à la maladie de sa fille aînée, la maladie qui avait une connotation spirituelle, a dû s'exiler de son village pour connaître la source de tout ce qui arrivait à sa fille. C'est autour de cette quête poignante, complexe, qu'il a dû se replonger dans sa tradition, dans son essence même, pour comprendre la cause première de ce qui arrivait à sa fille. Donc, il a dû se replonger dans sa tradition, il a dû se laisser guider par Ifa, qu'on appelle le Fa, l'art divinatoire. Il a dû se laisser emporter par les pratiques vaudou, par l'ésotérisme vaudou, qui lui a permis de découvrir la cause première et d'apporter la solution nécessaire qui a pu se permettre à sa fille de connaître le salut. Voilà ce qui en est de l'œuvre même. Mais ce qui en est de ma posture par rapport à tout ça, c'est que je me suis dit pendant longtemps qu'il n'y a pas de peuple qui soit supérieur à d'autres. Il n'y a pas de civilisation qui soit supérieure à d'autres. Il n'y a pas de spiritualité qui soit supérieure à d'autres. Face à cette réalité, je me suis dit, pour chaque peuple, Dieu a dû certainement créer une connexion, créer un environnement pour permettre à chacun d'être toujours connecté à lui. Nous autres ici au Bénin, précisément, et en Afrique de l'Ouest, nous avons cette connexion avec Dieu.
qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui n'a rien à voir avec d'autres religions importées qui sont venues s'installer ici. Du coup, je me suis posé une hypothèse banale, simple. Si les colons, si les Européens n'étaient pas venus en Afrique, quel serait en termes de pratique spirituelle, en termes d'organisation sociale, en termes de relations humaines, quelle serait cette Afrique que nous serons en train de vivre aujourd'hui? C'est une question que je me suis toujours posée. C'est une vraie question que je me suis toujours posée. Et lorsque j'arrive dans des débats avec des amis, j'arrive sur cette question et le débat s'arrête. Donc, et je pense fondamentalement que les Africains ont une spiritualité, ils ont une perception en termes de relation entre eux-mêmes et avec leur Dieu. Ils ont une manière de s'organiser, ils ont une manière de se construire spirituellement et de se déterminer par rapport à ça. Voilà tout ce qui me motive, tout ce qui m'engage qui m'a permis d'écrire cette œuvre et qui me détermine à dire que nous les Africains, nous avons notre façon de voir les choses et certainement pas comme les Européens, mais sûrement sur un terrain plus balisé et sur un terrain plus salutaire. Merci à vous, Joris Bolalé-Velpé. On va entrer un peu dans le vif même de votre production littéraire. Je disais à l'entame de cet entretien que j'ai eu le privilège de parcourir quand même l'œuvre à un moment bien plus, je l'ai dit, primaire de sa rédaction. On sent que vous êtes allé au tréfonds de la tradition. On sent que vous portez un message intrinsèque qui, ma foi, n'a rien à voir avec ce qu'on vous connaît, ou qui connaît Joris Bolalé-Velpé, le cartésien, je l'ai dit tout à l'heure, le rationaliste et tout. On n'arrive pas à comprendre que vous ayez pu porter des messages de cette envergure-là dans la consultation du phare, dans les exigences de Vaudou, dans le processus, la démarche expiatoire liée justement à la consultation du phare. Avez-vous fait une formation en termes de géomancie, de la science géomancie qu'est le phare? Non, je ne suis pas initié phare, mais je me suis imprégné, je suis très réceptif à mon environnement. Je suis très réceptif à mon environnement. Et ma démarche cartésienne m'a beaucoup aidé à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Je ne vous arrête pas. C'est-à-dire que c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que la démarche cartésienne rationaliste vous a plutôt aidé, vous autres, à mieux appréhender la tradition. Cette réalité, puisque le nom que je porte a une signification. Ah mais parlez-nous-en, ça vous intéresse. Le nom que je porte. On connaît déjà Joris. Je ne voudrais pas aller trop sur ce terrain, mais je défie quiconque vivant au Bénin de me dire que son nom, son patronyme n'a pas une source, n'a pas une explication. Autant que nous sommes et nous venons de certains clans. Au niveau des clans, il y a des familles. Au niveau de chaque famille, il y a une source en termes d'abord en termes de patronyme, en termes de paragénique, en termes de... On a des pratiques, on a des réalités qui sont intrinsèques à l'être que nous sommes. Et on a dû remarquer cela dans votre j'ai pas envie d'appeler ça roman, parce que pour moi ça a une portée hautement métaphysique, hautement spirituelle qui va au-delà du roman, d'une histoire racontée. Exactement. C'est pour cela que moi je n'appellerais ça roman, je parle simplement de bouquin, pour faire un peu plus symbolique. Alors on remarque justement que c'est cette reconnexion à la source qui a permis justement à votre personnage principal de s'en sortir, de pouvoir trouver des solutions aux questions qu'il se posait par rapport à la situation de sa vie, alors même que lui-même n'était pas, comme on dit chez nous, n'importe qui. Comment on en arrive là? Il y a toujours cette source dont vous parlez et à laquelle il faut forcément se reconnecter pour s'équilibrer. C'est un peu ça? Exactement. Il faut toujours aller à la source. Parfois, il y a des situations qui arrivent qui vous déconnectent de cette réalité. Mais par la force des choses, vous êtes obligé de revenir à la source.
C'est la source qui est votre force. C'est ça que j'ai montré dans le livre, au niveau de ce personnage qui était d'une grande famille et en termes de pratique phare, mais à cause d'une situation donnée, et ce personnage s'est déconnecté de cette réalité, mais a dû rapidement se replonger dedans pour pouvoir trouver la solution qui a permis à sa fille de revenir parmi nous. Moi, je pense qu'il faut essentiellement se sentir africain d'abord, connaître son environnement, connaître ses traditions, connaître certaines réalités qui sont intrinsèques à nous en tant qu'êtres et à notre vie au niveau de notre communauté, de notre clan. C'est essentiel. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Africains, nous comporter comme des Européens. C'est tout à fait anormal. De la même manière, il est rare de voir un Européen se comporter comme un Africain. Vous ne verrez jamais un Européen se comporter comme un Africain. Il se comportera toujours comme un blanc. D'accord. Donc il est question d'un retour à l'identité, d'une quête identitaire. Exactement. Justement dans ce roman. Quand les dieux pleurent. Quand les dieux pleurent. Quand les dieux pleurent, c'est quoi? Quand les dieux pleurent? Quand les dieux pleurent, c'est symbolique de la notion du culte des morts. Parce que ça a été déterminant dans le roman. C'est pour d'abord montrer que les morts ne sont pas morts en fait. Pour rejoindre quelque peu un certain Birago Diop. Exactement, les morts ne sont pas morts. Et tous ceux qui sont morts constituent dans l'imaginaire de l'Africain, même au niveau existentiel, ceux qui sont partis dans l'au-delà constituent une force pour nous, une couverture. Et nous devons rester toujours connectés à ce monde invisible qui constitue notre force en fait. Du coup, dès que nous sommes en disgrâce, dès que nous sommes en difficulté avec ce monde, avec ces ancêtres qui sont nos dieux, vous le dites péremptoire, qui sont nos dieux, qui parfois déterminent notre existence, nous commençons à avoir des difficultés. Maintenant, si les dieux pleurent, il faut savoir essentiellement que c'est un signal fort pour demander à celui qui est tombé en disgrâce ou celui qui se comporte mal de pouvoir vite réagir, de pouvoir vite se remettre en cause et de corriger le tir. C'est à la limite prémonitoire. Exactement. Mais les dieux, nos ancêtres, nous donnent toujours une chance. Ils nous avertissent toujours. Et lorsque vous êtes sachant, vous savez ce que cela signifie, vous prenez vos dispositions et vous réglez le problème. Exactement. C'est ce que le personnage principal de mon roman a dû faire pour régler un certain nombre de difficultés qui ont abouti et qui lui ont permis en fait de récupérer sa fille. Alors que nos ancêtres nous laissent toujours une porte de sortie, c'est Joris Bolané-Vlopé qui le dit, et donc que nous sommes en temps que nous nous reprenions et que nous revenons sur le droit chemin. Nos ancêtres ont toujours du plaisir à nous remettre justement dans les bonnes grâces de leur bénédiction. Exactement. Alors on va aller maintenant un peu plus dans le dossier technique du roman. Quand les dieux pleurent, c'est combien de pages, combien de chapitres pour faire rapidement cette présentation? Exactement. Pour que les lecteurs puissent savoir à quoi s'attendre. Exactement. Et de façon technique, c'est 148 pages. 148 pages. Lecture et axé sur 10 chapitres. Sur 10 chapitres, ce n'est pas rien. Alors comment ça s'est passé? L'écriture, bien la présentation du manuscrit, les négociations avec la maison d'édition. Pourquoi vous êtes allé jusqu'en France? C'était l'opportunité qui s'offrait. Parlez-nous un peu de tout ce processus. Exactement. Je me suis toujours dit que au-delà de ce que nous sommes, nous devons essayer de nous révéler. Et j'ai pensé que l'environnement dans lequel je suis ici ne me rassurait pas en termes de visibilité par rapport à moi-même et par rapport au message que je voudrais passer. Donc j'ai eu la chance, l'opportunité d'échanger avec une maison d'édition à qui j'ai envoyé mon manuscrit et qui a été soumis
à un comité de lecture. Et après 40 jours, j'ai eu la réponse de mon éditeur qui d'abord m'a félicité pour la qualité de l'œuvre, la pertinence de la thématique et la qualité de l'œuvre. Après lecture, après 40 jours, j'ai été recontacté par le directeur littéraire de la maison d'édition. Du coup, ils m'ont fait comprendre que mon œuvre a été validée et que j'allais suivre 33 étapes en termes d'édition. Donc j'ai fait pratiquement plus de 7 mois d'échange, de travail avec ma maison d'édition. Et le 31, le 1er décembre passé, l'œuvre a été édité et mis en ligne sur un certain nombre de plateformes en Europe, sur Fnac, l'œuvre est sur Fnac, sur Amazon et sur d'autres plateformes de téléchargement. Et le problème qui se pose pour nous autres Béninois, pour nous autres Africains, c'est de savoir si au-delà de cette... parce que c'est ça aujourd'hui en fait, hein, la modernisation du milieu, du milieu littéraire. Alors, mais bon, la bonne vieille habitude de tenir quand même son livre entre les mains. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a la possibilité de lancement ici au plan national? Quelles sont les perspectives dans ce sens? J'envisage faire un lancement au plan national, mais j'attends un certain nombre d'exemplaires que moi-même j'ai commandé. Et dès que ces exemplaires seront là, je profiterai pour organiser un lancement et inviter les parents, les amis, tous ceux qui sont férus de la littérature et férus de la culture, de la tradition et du culte. Et endogène, des cultes endogènes. Et ça serait une occasion pour eux de découvrir l'œuvre et de pouvoir échanger avec l'auteur, celui qui l'a écrit. Joris Bola-Leveubé, vraiment merci pour ces moments de partage. Nous allons pratiquement vers la fin de cet entretien. Ce serait certainement pas le dernier parce qu'il y a un lancement qui viendrait très sûrement. Mais savons déjà à combien est accessible votre livre sur les plateformes Snap, Amazon, les autres les librairies et autres belges, suisses, françaises dont vous parlez. À combien il est possible d'accéder à cette version électronique du bouquin pour le moment? Le bouquin est vendu en France, en Belgique et en Suisse à 16,8 euros. 16,8 euros. Ce qui fait un équivalent de 11 000 francs. Ok, en francs CFA. Ce sera tout. Merci. Merci beaucoup, chers amis, téléspectateurs, amis de Bénin Original TV. C'était donc l'entretien avec Joris Bola-Leveubé. Il est l'auteur du livre Quand les dieux pleurent. Il est joignable au 82 17 76 89 42 par WhatsApp et sur le 63 94 86 75 par appel direct pour tous ceux qui veulent accompagner la dynamique justement, la dynamique littéraire innovante donc de cet auteur qui nous parle, qui nous replonge dans l'importance de la tradition. Je finirai cet entretien par une phrase que je vole justement à Joris Bola-Leveubé. Tout ce qui relève de la tradition est une porte vers l'émerveillement. Eh bien, prenons-en de la graine. Merci, à bientôt. Merci à vous. Je vous en prie.